ce soit en entrepreneuriat ou autre, tu veux signer un deal pour acheter une maison ou tu as un offre, il faut que tu fasses de quoi, puis tu as peur de la perdre, ben, tu vas toujours le ressentir, peu importe. Il faut juste que tu arrives à mettre un raisonnement là-dessus. Salut Dominique. Salut. Très contente de t'avoir aujourd'hui parce que tu es un entrepreneur de l'ombre. Tu es l'entrepreneur qui est en arrière de tout ce qui se fait. Tu es l'entrepreneur tellement important d'une entreprise et tu es un entrepreneur que je qualifierais d'un entrepreneur en série. Parce que tu t'aimes ça, l'entrepreneuriat, tu aimes ça partir des entreprises, mais on va partir du début. Tu as commencé ta formation en quelle année? La formation d'entrepreneuriat, c'était autour de 2015, mais on s'entend que si on parle de début, j'avais eu d'autres petites entreprises avant ça. Quand j'étais au cégep, j'avais parti d'une petite entreprise de courses d'auto-téléguidés dans un stationnement de centre commercial. Quand j'étais à l'université, avec un autre associé, j'ai parti d'une entreprise de course à obstacles. Puis là, après ça, justement, il y avait en 2015 la formation avec entrepreneuriat. Puis c'est après ça que j'ai lancé ce qui s'appelait à ce moment-là SDM Consultant, qui est maintenant Nado SDM. Puis, dernièrement, dans les dernières années, il y a Autopod Formation Autopod que j'ai voulu lancer avec un autre associé. C'est ce que je disais, tu es un entrepreneur en série. Donc, si je comprends, quand tu as suivi la formation lancement d'une entreprise d'entrepreneuriat Québec, c'était pour Nado SDM. C'est bien ça? Ben, quand j'ai suivi le cours, j'avais une autre idée d'entreprise en tête. En fait, j'étais employé comme ingénieur en conception de bâtiments. Puis, pendant ce temps-là, j'avais mes idées d'entreprise. En fait, à l'époque, c'était une idée en lien avec de la production de pantalons qui n'a pas rapport avec ce que je fais en ce moment. Mais des fois, c'est juste des flashs qui me passent par la tête. Puis, c'était un cours qui m'intéressait. Puis, il fallait une idée pour participer à ce cours-là. Donc, j'ai utilisé cette idée-là. Et pendant le cours et après le cours, l'idée, je l'ai mis un peu de côté. Puis, les circonstances ont fait que j'ai plutôt continué vers une entreprise de consultation en ingénierie, ayant cette expertise-là. C'est une entreprise qui est quand même plutôt simple, si on peut dire, à débuter ça en travail autonome et à faire grandir avec des employés, avec des associés, puis ainsi de suite. Mais justement, dans cette formation-là, lancement d'une entreprise, quel a été peut-être le déclencheur de changement de modèle d'affaires, c'est-à-dire même de changement d'idée d'entreprise complètement? Qu'est-ce qui t'a fait comme allumer tes lumières? L'idée sur laquelle je travaillais s'avérait peut-être pas assez rentable, s'avérait pas être assez intéressant d'un point de vue financier. Puis le professeur aussi me remettait en question dans le sens que, ouais, t'es ingénieur, pourquoi tu parles de pantalon? Mais en même temps, ça n'empêche pas quelqu'un de changer d'orientation, de changer de carrière. Mais en réfléchissant à tout ça, je trouvais plus que l'idée fonctionnait aussi bien que ça. En évaluant les prévisions financières, tout ça, l'idée a pris le bord rapidement. J'ai travaillé 1 an comme travailleur autonome dans mon sous-sol chez moi. Puis, vers la fin de la première année, je me suis associé à Simon Nadeau, qui lui il était propriétaire, en voie d'acquisition, parce que c'est son père qui était propriétaire à ce moment-là, de Nado Spécialité. Puis lui aussi est ingénieur, mais il a un background complètement différent du mien, puis des habilités, des caractéristiques, disons, personnelles très complémentaires à moi. Puis on s'est associés ensemble à ce moment-là. Quand on s'est associés, lui, il y avait, si je me souviens plus, 2 employés et demi, si on peut dire. Il y en a qui, en tout cas, c'était à mi-chemin, disons. Partiel, puis, en s'associant, on s'est mis à embaucher des ingénieurs, des dessinateurs. Puis, on a déménagé nos bureaux, puis histoire d'être mieux installés à notre image. Puis là, en ce moment, on est une 12aine, quand on peut compter, mettons, un stagiaire l'été, mais ça tourne dans ces eaux-là, disons, cette année, l'an passé et la précédente. Là. OK. L'association, est-ce que c'est quelque chose de facile? Parce qu'on s'entend que des lettres, des conventions d'actionnaires, puis des lettres au niveau des actions possibles, il y en a à peu près plus que de lettres dans l'alphabet. Fait que l'association, est-ce que tu as rencontré des défis par rapport à ça? Ça peut être facile quand c'est pris à la légère, parce que
Quand je me suis associé à Simon, j'étais travailleur autonome dans mon sous-sol, très faible risque. Je peux m'associer puis me dissocier dans un mois si ça marche pas, là. Si j'ai une entreprise avec 5-6 employés, je m'associe avec un autre qui a 5-6 employés et on va faire attention à l'association, là. Ce qu'on a fait initialement, moi et Simon, c'est qu'on a fait chacun une liste de nos clients. On s'est dit, OK, là, voici les clients qu'on a actuellement. On va s'associer ensemble, mais si on se dissocie dans un an, ben, on va pas solliciter les clients de l'autre. On va chacun rester notre bord, puis juste pendant, mettons, 2 ans, puis on va se replacer de notre côté, puis après ça, on recommencera, disons, à attaquer un peu plus. Mais le but, c'était justement de dire, regarde, on s'essaye, puis si ça marche pas, on retourne au statu quo. Et à quel moment t'as inclus dans ton processus, justement, de convention d'actionnaire, des avocats, des notaires, des juristes pour t'assurer de voir ça, ou si vous avez toujours fait ça comme entente à l'amiable? Ben, on avait un notaire au début. OK. Il nous a écrit un contrat d'associé. Il y a des clauses qui sont à revoir. Honnêtement, on n'a pas été très bon là-dessus. On aurait dû le revoir. On ne l'a pas encore fait. OK. Donc, disons, personne n'est parfait. Puis, on est tellement occupé à courir partout que c'est quelque chose qu'on devrait refaire. On était justement en voie de faire certains changements administratifs, puis on allait revoir ces documents-là, mais on serait vraiment dû. OK, parfait. Parce que toi, tu penses que c'est vraiment important quand même de t'assurer que les conventions soient bien réglées. Pour moi, j'en suis certaine, mais je veux dire, dans la vie de tous les jours, parce que le quotidien va vite, parce qu'on a des clients. Des fois, là, c'est juste de s'assurer que l'autre personne comprend la même chose que toi. C'est pas une question que si on se sépare ou qu'une personne disparaît pour une raison X, qu'il veut prendre sa retraite ou vendre ses parts, la manière que moi, je voyais ce genre de dynamique-là n'est pas nécessairement la même manière que lui l'a vu. Puis clarifier ça sur papier, ça permet justement de mettre ça au point, au clair, puis il n'y aura plus d'assinage rendu là. À l'intérieur, là, quand on passe de 2 à plusieurs, là, donc comment tu fais pour garder un bon esprit d'équipe? On parle beaucoup de culture, oui, mais c'est flou la culture. C'est pas une culture, là, c'est pas quelque chose qu'on peut. OK, moi je veux cette culture-là, donc on le met sur un papier, on l'affiche sur le mur, puis ça va devenir notre culture. Ça passe de par les propriétaires, par le monde qui sont là en personne. C'est un peu dur en télétravail, on s'entend. Là, une culture d'entreprise, j'ai de la misère à voir comment ça marche par télétravail. Nous, au bureau, en ce moment, ben, on a installé notre gym, on peut aller s'entraîner là. Sur l'heure du dîner, on joue à Mario Kart, puis je veux dire, on a. Puis ça peut sembler drôle, mais j'aime ça, prendre ma manette là, au dîner, puis on se laisse libre de s'amuser, puis on essaie d'embaucher du monde qui fit justement avec cette dynamique-là, parce que justement, si tu prends quelqu'un, à un moment donné, on a embauché un homme d'un certain âge, je me souviens plus des chiffres exacts, mais à un moment donné, on s'est bien rendu compte que peu importe comment il travaille, il fit zéro avec l'entreprise. C'est plate, mais ça brise un petit peu la dynamique qu'il y a à l'interne, là. De choisir les gens, non seulement pour le travail qu'ils veulent faire, mais aussi pour qui ils sont à l'intérieur de l'équipe. Oui. Est-ce que tu crois, puis là, je te pose la question, est-ce que tu crois que les compétences, le savoir-faire va s'acquérir, mais que le savoir-être est encore plus important parce que lui, c'est un peu dans l'inhérent, là? J'ai un travail tellement technique que le savoir-faire ne peut pas nécessairement tout s'acquérir. OK. Il y a certaines... je vais mettre en parallèle, moi et mon associé. Moi, j'ai des très grands... Je suis un gars ultra cartésien, ultra analytique. Lui, il est beaucoup plus social, il recherche des solutions. Donc, il fait beaucoup de plans de coffrage avec des équipements en location, des plans d'étaiement, des plans de... Justement, il prend cet équipement-là qui existe en location, il va le mixer avec un autre, il va les faire fit ensemble, il va trouver des solutions pratiques. Mais s'il faut analyser quelque chose de plus poussé, ça va y prendre plus de temps que si on donne ça à moi, puis moi, je me lance dans les analyses. Fait que ça, c'est un savoir-faire analytique très, très inné qui est dur à enseigner à quelqu'un. Ah, je comprends. Mais les connaissances techniques peuvent s'apprendre, mais en ingénierie, ça prend un certain temps de recherche. Puis, je comprends. Oui, absolument. Fait que oui, ces choses-là peuvent s'acquérir, mais des fois, ça peut demander beaucoup de travail. Puis... Mais en même temps, de ce que je comprends aussi, c'est que tu essaies d'aller choisir ton personnel, puis en même temps, de la façon dont tu présentes ta complémentarité avec ton associé, tu présentes aussi le fait que ça prend des personnes qui sont différentes. Donc, il faut être en mesure en même temps de choisir les types de personnalités qui vont cadrer dans une équipe qu'on veut performante. Oui, puis tout le monde est différent chez nous, là. Puis c'est justement... J'avais vu ça, à un moment donné, quelqu'un parlait de chaque employé ont comme leur carte de baseball en montrant, OK, lui, il est bon là-dedans, il est bon là-dedans. Fait que c'est très imagé, mais selon le type de projet qu'un client me demande de faire,
oui, je regarde qui est disponible, mais je regarde qui est bon pour le faire aussi. C'est pas tout le monde qui est meilleur. Puis souvent, quand quelqu'un est bon dans quelque chose, souvent, il aime faire ça aussi. Donc, ça va aussi avec les affinités de chacun. C'est très intéressant de ce bout-là parce qu'effectivement, je garde l'idée de la carte de baseball. Ça apporte aussi une dynamique probablement dans le bureau quand tout le monde sait un peu les forces et les faiblesses des autres. C'est super intéressant. Mais là, à gérer cette compagnie-là, à travailler, à faire de l'embauche, tout ce que... Puis en plus de faire ton métier, tu as quand même eu le temps de partir une autre compagnie. Donc, tu es un entrepreneur avec un entrepreneuriat hybride. Bien, l'autre compagnie, donc c'est un démarrage à temps partiel. Initialement, je le travaillais surtout des soirs, fin de semaine. Là, c'est difficile avec la famille, là. Mais je me prends du temps à chaque semaine un petit peu pour pousser certains développements, certaines idées. Je suis associé avec mon petit frère dans cette autre entreprise-là qui est programmeur. Donc, ça allait justement le côté développement technique. J'avais ce manque de connaissances techniques-là à ce niveau-là. Puis, chez Nado SDM, je suis le gars caché en arrière, le gars qui est le technique, mais dans Autopod, j'ai pris le rôle plus développement, mais en même temps, c'est une entreprise qui demande pas la même tête d'affiche que Nado SDM. C'est une entreprise qui peut se développer sans avoir de pression, de problèmes à régler avec les clients, puis ça peut se développer à mon propre rythme. Donc, je me sens plus à l'aise dans ce rôle-là pour Autopod. Fait que travailler avec son petit frère, c'est comment? C'est-tu comme un rêve de dire « Ah, c'est le fun, on travaille ensemble » ou vous étiez le genre de relation à dire tout le temps un peu en compétition? Ça là, c'est haut puis c'est bas. Je dirais que il y a ses forces marquées à lui aussi, puis il y a aussi ses faiblesses marquées. Avec quelqu'un qui a des forces à quelque part, il va tout le temps avoir des faiblesses à l'opposé. Puis il faut arriver à travailler avec ça, puis trouver des manières de Mais comme c'est ton frère, Ouais. tu le sais, là, tu les connais. Il n'était pas caché, ses forces et ses faiblesses. Là. Ben, oui, je les connais, mais c'est peut-être un défaut que j'ai. Des fois, je pense à faire de l'aveuglement par rapport à ça. Des fois, je me dis, ça va bien se passer. Je fais confiance de manière aveugle à certains éléments, puis je me rends compte, OK, il faut mettre plus d'efforts là-dedans. Finalement, le signe que j'ai vu au début, j'aurais pas dû l'ignorer. Okay. C'est une qualité ou un défaut de faire confiance en entrepreneuriat? J'ai eu tendance dans le passé à pas faire assez confiance à mon intuition, mais l'intuition, c'est quelque chose que tu as vu, mais que tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. Tu as vu clairement quelque chose, mais ignorer cette intuition-là, puis regarder juste les chiffres, chose que je voulais d'une manière analytique, mais voici les chiffres, pourquoi je dirais non? C'est oui. Mais des fois, si tu as un mauvais feeling, saute pas sur l'occasion. Puis c'est un défaut aussi, quand on se lance, c'est une première entreprise ou quand on est dans nos débuts, on veut faire confiance trop facilement, puis c'est comme si c'est notre seule chance de faire affaire, de le lancer. Puis, seul comme oui, puis moment. on voit pas les autres options parce qu'on n'en a pas eu encore, parce que notre background n'était pas encore en lancement. Puis, fait que là, on va dire oui trop rapidement à des deals qui seraient peut-être pas si bons que ça. Là. Tout à fait. Puis, on veut avoir des clients et on se rend pas compte, puis je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais plus de clients égale pas plus de profit. Ça égale des fois plus de problèmes. Oh oui. Okay. Oui, mais en consultation, si on prend beaucoup de jobs pas cher, mais les jobs en ingénierie, c'est du temps homme que ça demande pour les réaliser. Il faut travailler dessus. C'est pas des produits qu'on vend avec une marge plus petite. Là. Fait que à un moment donné, quand on est surchargé, ça marche pas. Là. Mais puis c'est sûr, quand on est travailleur autonome, on est prêt à dire c'est pas grave, je vais travailler 2 soirs de plus, je vais les sortir puis je vais me faire des bons contacts. Mais quand c'est des employés, ils finissent par te coûter cher. Là. Ben oui, puis temps supplémentaire et autres trucs, effectivement. Donc, il faut avoir à calculer un peu le temps, le coût-bénéfice du projet avant de signer. Oui. Puis effectivement, la peur, ou ce qu'on pourrait appeler en bon français les FOMO, Fear of Missing Out, la peur de le manquer, ça, c'est-tu encore bien présent chez toi ou c'était plus en début de carrière? C'est présent. On va tout le temps ressentir une presse, que ce soit en entrepreneuriat ou autre. Tu veux signer un deal pour acheter une maison ou tu as un offre, il faut que tu fasses de quoi, puis tu as peur de la perdre, ben, tu vas toujours le ressentir, peu importe. Il faut juste que tu arrives à mettre un raisonnement là-dessus. Puis, c'est quoi tes trucs pour ça? C'est quoi le raisonnement que tu réussis à avoir? Oui, c'est ça. J'en ai pas. T'en as pas? Non, c'est très spécifique à ce qu'on doit faire que je sais pas. OK, intéressant. Puis, je terminerai par ça. Là, avec toutes tes années d'expérience, depuis 2015, à monter tes choses, à être un entrepreneur qui a des idées depuis, finalement, l'adolescence. Puis, tu sais, c'est dans tes veines, l'entrepreneuriat, ça paraît quand t'en parles également.
Si tu avais à revenir justement au petit gars dans le cours d'école là, qui faisait justement des courses, là, tu lui dirais quoi pour l'encourager, admettons, à continuer? Hey, je vais être plate, je sais pas quoi dire. Ben, c'est bien correct. C'est bien correct. Puis c'est ça qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on dirait qu'en ce moment, tu as acquis puis tu as intériorisé tous les apprentissages de ce que tu as fait. On dirait que, moi, quand je t'écoute parler, on dirait que je vois que tu as vraiment vu ton parcours comme une progression, comme un apprentissage qui se développe. Oui, mais en fait, je suis beaucoup dans essayer de se développer personnellement, puis il faut pas exagérer là-dedans. Il y a du monde qui vont dans un cycle de suivre des cours, suivre des gourous, puis pas arrêter là-dedans. C'est super important à apprendre, mais à un moment donné, il faut apprendre puis passer à l'action. Puis peut-être que ce que je pourrais me dire plus jeune, c'est peut-être justement au niveau de la formation. C'est une chose suivre des cours à l'école, mais trouver des sujets sur lesquels on veut se développer puis aller lire des livres ou écouter des livres audio. Moi, je les écoute plus parce que dans mon auto, ça rentre dans mon horaire. Autrement que ça, j'aurais de la misère à trouver mon temps. C'est une des choses qui m'a fait le plus apprendre, justement, gestion d'entreprise, gestion d'employés, comment faire marketing, n'importe quoi là-dedans. J'ai appris énormément, puis je pense que aller en auto-apprentissage, c'est quelque chose de très important, là. Effectivement, l'autodéveloppement, là, d'être en mesure d'être autodidacte sur des sujets. On décide soi-même si on veut avoir un intérêt pour quelque chose. S'il y a un sujet qu'il faut que je suive puis que ça ne me tente pas de suivre, c'est moi qui ai décidé que ça ne me tentait pas. Fait que je peux créer mon intérêt moi-même. Ouais. Fait que je dirais que quand j'écoute un livre audio, c'est parce que j'en vois l'intérêt. Puis je pense que le fait de savoir que je progresse, que j'apprends, ça m'aide à mon intérêt. Et tu vois, ça, c'est une réponse tout à fait d'un entrepreneur parce que les entrepreneurs veulent décider de où ils s'en vont puis du rythme à laquelle ils vont le faire. Fait que c'est tout à fait... Écoute, ça coule dans des veines, c'est clair. Puis, je serais pas surprise que si on se reparlerait dans 10 ans, si on se reparlait dans 10 ans, tu m'annoncerais que tu aurais probablement une ou deux autres idées que tu aurais fleuries en entreprise encore. Ça se pourrait bien. Ça se pourrait bien. Oui. C'est un rendez-vous dans 10 ans. On se reparlera. Merci beaucoup, Dominique, d'avoir été là. Merci d'avoir partagé ton parcours. C'est vraiment hyper intéressant. Puis, pour un entrepreneur de l'ombre, moi, j'étais très, très heureuse de pouvoir te sortir de ça parce que ce que tu as à dire est franchement hyper fascinant. Ben, merci beaucoup, puis je suis content d'avoir partagé ça aussi, là. Merci beaucoup.